Donc, mesdames, messieurs, c'est la séquence maintenant particulièrement dédiée à l'inspection générale de l'administration, à l'éducation nationale et de la recherche. Et je suis très heureuse de vous laisser l'opportunité et l'occasion d'entendre mon chef de service, qui est M. Jean-Richard Sitterman, donc qui est chef du service de l'inspection générale de l'administration, l'éducation nationale et de la recherche, et mon père, mon collègue et ami Jean Delpech de Saint-Guilhem, et allié. Tu me vieillis, là. Collègue et ami, j'ai dit. Jean Delpech de Saint-Guilhem, qui a assuré de main de maître la coordination du rapport, donc, qui est au cœur même de notre travail de ces 2 journées. Et je voudrais simplement dire que c'est le moment pour l'inspection générale, comme elle le fait à d'autres occasions, mais de s'exprimer et de montrer de quelle façon elle peut, sur un sujet dans lequel les partenaires et les acteurs sont nombreux, dans lequel l'historique n'est pas obligatoirement très pacifié, dans lequel les stratégies ne sont pas toujours toutes définitivement établies. Dans ce contexte que j'ai qualifié ce matin d'un peu touffu, les inspecteurs généraux interviennent et apportent, avec toute la rigueur intellectuelle qui doit être la leur, leur opinion et leur analyse sur un ensemble. C'est peut-être un thème, c'est peut-être en l'espèce un ensemble institutionnel. Voilà, sans plus attendre, je propose la parole à Jean-Richard Sitterman, que je remercie d'être là. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bon, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'au-delà des rapports spécifiques que nous avons pu consacrer au numérique, celui sur le développement des formations numériques et celui sur les universités numériques thématiques, et vous êtes tout à l'heure, beaucoup de nos travaux abordent de manière indirecte les questions du numérique, et c'est ce que je vais essayer de vous retracer. D'abord, ce qui me frappe en cette période, c'est que le développement du numérique relève d'une revalorisation des questions de la pédagogie, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pendant longtemps, même maintenant, le tropisme, c'est avant tout le tropisme de la recherche. Non pas que le numérique n'ait rien à voir avec la recherche, bien au contraire, mais c'est les questions de recherche en elles-mêmes. Et quand on parle d'enseignement, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est que les priorités, c'était avant tout, et on en voit dans les débats actuels, des priorités autour de la gestion et de la régulation des flux, plutôt que des réflexions sur la manière de faire évoluer l'enseignement, compte tenu, par exemple, des nouveaux publics qui arrivent dans l'enseignement supérieur dans de nombreuses années. Alors, c'est en train de changer. Il y a un intérêt nouveau pour les questions pédagogiques. Les colloques se multiplient. Et si on regarde les choses, par exemple, par rapport au prisme des dépêches des agences spécialisées, les questions pédagogiques, le numérique prennent un certain essor. Et puis, ce qui nous est apparu à partir d'expériences étrangères qu'on peut nous être présentées, aussi par rapport à ce qui se fait en médecine, qui, je crois, est peut-être le secteur le plus avancé de l'université française dans le numérique, c'est que le numérique lui-même est un moyen de mieux connaître les processus d'apprentissage des étudiants. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que le développement du numérique dans les universités, il passe par la constitution d'une véritable ingénierie pédagogique au sein des établissements et de leur regroupement. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe peu à peu, pour la pédagogie, un phénomène comparable à ce qui s'est passé il y a de nombreuses années pour la recherche, avec la constitution de laboratoires de recherche, avec non seulement des chercheurs, mais aussi des ingénieurs et techniciens. Et qu'on est peut-être au début d'une phase où l'acte d'enseigner, c'est un acte collectif, au-delà
au-delà de l'enseignant chercheur lui-même, et avec besoin de la collaboration d'un service d'ingénierie pédagogique. Ça veut dire donc de nouveaux métiers dans les universités, de nouveaux services. Bon, et puis, comme c'est des services où les compétences nouvelles sont relativement rares, c'est des services qui auront intérêt logiquement à être mutualisés dans le cadre de politique de site. Bon, vous avez peut-être évoqué ce matin, j'ai cru entendre dire l'obligation du VP numérique dans les communes. Bon, honnêtement, moi, j'étais pas favorable, mais je n'ai pas réussi à convaincre Geneviève Fioraso. Je suis pas favorable parce que pour moi, la structuration d'une université, ça relève de son autonomie, mais je crois qu'elle souhaitait afficher un signal sur l'importance numérique et sur l'importance du numérique dans les processus de mutualisation. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'est que le développement du numérique, il suppose de lever un certain nombre de freins ou d'obstacles. Bon. D'abord, qui sont liés à la réglementation, celui des maquettes de formation qui ne connaissent en fait encore que des références à un enseignement présentiel, bon, alors qu'on va de plus en plus vers l'hybride, des freins sur les obligations de service des enseignants, puisque finalement on a du mal à sortir de la grande trilogie cours magistral TD-TP. Bon, je sais bien qu'on a introduit en 2009 un référentiel avec des équivalences à l'ensemble des actes pédagogiques. Bon, mais je ne suis pas persuadé que la manière dont on définit les obligations de service soit adaptée tout à fait au développement du numérique. Je pense même le contraire. Bon, et puis, le développement du numérique, ça suppose de bien reconnaître et de bien évaluer l'engagement de ceux qui jouent un rôle majeur. Bon, et là, bon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le tropisme sur la recherche des mécanismes d'évaluation ne le favorise guère. Bon, alors je sais qu'il y a eu quelques avancées dans les dernières versions des enseignants-chercheurs, des voies spécifiques d'accès aux professeurs. Bon, mais en tout cas, moi, je suis persuadé que l'évaluation doit mieux prendre en compte l'engagement pédagogique à égalité avec l'engagement de recherche, bon, et que ce mode de reconnaissance de l'engagement des enseignants-chercheurs et des personnels qui courent au numérique, bon, il peut se faire principalement, cette reconnaissance, au niveau de l'évaluation et des promotions qui sont faites par l'établissement. Bon. Et puis, dans les obstacles à faire sauter, mais bon, c'est un domaine un peu technique que je n'aborderai pas, il y a certainement toutes les questions autour du droit d'auteur et enfin, de la législation sur la propriété intellectuelle. Bon. Quatrième point, c'est que l'accueil de nouveaux publics et le développement de ressources propres sont modifiés par les développements du numérique. Bon. Pour moi, ça peut être un des éléments d'une politique auquel Thierry Mondon attache beaucoup d'importance. C'est celle de la reconquête par les universités du marché de la formation continue. Bon. Et je suis sûr que le numérique est un des moyens de rendre plus concurrentielles les universités dans ce domaine. C'est bien sûr l'enseignement auprès des publics étrangers. Et donc, la problématique de l'offre en langue étrangère, qui, je crois, est nécessaire et sur lequel Sonia Dubourg-Labroff a commis un rapport. Bon, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces développements supposent qu'on ait une bonne ingénierie pédagogique dans nos établissements d'enseignement supérieur. Bon. Et bien sûr, le cinquième point que je voulais aborder,
développement du numérique suppose la mise en œuvre de nouvelles formations. Bon, ce n'est pas une problématique tout à fait nouvelle. Quand je suis entré dans l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche en 82, on était à l'époque du plan de la filière électronique. Hein, bon, donc, et c'était, on disait, et pour ce plan, qui était un plan de développement industriel, il y avait un volet qui était un volet formation. Bon, on retrouve un peu les mêmes problématiques, évolution de l'offre de formation, formation de spécialistes, à la fois de spécialistes, mais aussi de personnes ayant la double compétence dans toutes les disciplines. Donc, c'est un équilibre des deux qu'il faut faire. Bon, et je crois que le développement du numérique, il concerne l'ensemble des disciplines de l'université, y compris et beaucoup les sciences humaines et sociales dans tous leurs aspects. Il y a un aspect identification des nouveaux métiers. Bon. Et puis, un des exemples où le numérique peut changer beaucoup les choses, c'est celui de la formation des enseignants. Bon. À travers les SP, il est clair que cette formation des enseignants, elle doit prendre en compte pleinement et largement la dimension du numérique. Bon. Et puis, la conclusion, c'est que pour moi, le développement du numérique suppose une capacité de veille et de prospective au ministère. Bon, je sais que c'est dans les projets de transformation de la GGCIP et dans son rapprochement avec la DGRI. Bon, j'ai envie de vous raconter une anecdote à ce sujet. Il y a 15 ans, j'ai eu à écrire le schéma service collectif de l'enseignement supérieur de la recherche. Et pour le rédiger, j'avais demandé est-ce qu'il y a des études prospectives sur le développement du numérique dans l'enseignement supérieur. On était dans les années 2000 et je peux vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, et moi, j'ai le sentiment que c'est un domaine où vraiment la veille et la prospective sont des éléments essentiels. Bon. Voilà un peu, moi, ce que je retire des différents rapports qu'on a pu faire sur tout un tas de sujets, à la fois ceux dédiés au numérique et sur des sujets plus larges comme l'offre de formation, la carrière des enseignants ou la formation continue. Je vous remercie. Oui, chers amis, si vous voulez poser quelques questions à Monsieur Sitterman, la parole est à la salle. Thierry Garot, je suis président d'ONEJ. Vous témoignez que la prospective sur le numérique en 2000 n'était pas trop présente. Aujourd'hui, vous avez fait un certain nombre de rapports, mais ces rapports sont beaucoup sur ce qui a été fait. Et quid encore de la prospective pour 2030 ? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu en charge un rapport sur la prospective. Bon, ce qu'on a essayé de déterminer, pour ce qui n'est pas prospectif, c'est quand même un certain nombre de freins au développement du numérique. Bon, après, pour moi, la prospective, bon, c'est clair, c'est pas le ministère lui-même qui va faire en son sein la prospective. Ça suppose d'interagir avec un certain nombre d'acteurs, de commander, éventuellement, de commander des études, bon, y compris au monde de la recherche de l'enseignement supérieur. Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, le monde de la recherche de l'enseignement supérieur, il ne recherche pas beaucoup sur lui-même. Une autre question ? Ça y est. Yanis Aliferis de l'Université de Nice, Sophie Antipolis. Pour sortir de la trilogie, alors, cours magistral TDTP, quelles sont les perspectives, justement, que vous imaginez? Merci. Nous, on avait fait une proposition dans un de nos rapports, bon, qui n'a pas plu à tout le monde, qui était, après tout, de dire la seule obligation de service de l'enseignement-chercheur, c'est le volume horaire de la fonction publique et les établissements organisent, comme ça se fait dans le milieu médical, où pour moi, il n'y a pas de volume affecté à chacune des trois activités, soins, enseignement et recherche.
Moi, je dirais qu'à moyen terme, pour moi, c'est ça l'avenir. Voilà. La plus souple. Voilà. C'est qu'une opinion personnelle. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, chers collègues et chers amis. Merci, puisque finalement, je vois que le modèle médical, qui a été un peu d'ailleurs l'initiateur du mouvement des UNT, et donc peut-être dans les perspectives encore plus larges pour la prospective dans nos carrières d'enseignants-chercheurs.